Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'ITV dont voici les titres. Effondrement d'un balcon à la Médina, rue 6, angle 3, lourd bilan, une femme est morte et 3 blessés dont un nourrisson. L'accident s'est produit il y a 2 heures maintenant. Notre chaîne de télévision va enrichir le bouquet de Canal+. À partir de demain, vous pourrez nous y suivre. Canal+ a également accueilli d'autres chaînes africaines. La qualité de vie à Dakar est de plus en plus sujette à caution. Chaque Sénégalais veut avoir son véhicule, mais à côté, comme mesure d'accompagnement, les infrastructures ne sont pas toujours au point. Les places de parking sont inexistantes malgré l'explosion du parc, estimé officiellement à 600 000. La ferveur du Magal s'empare des fidèles à Dakar. Les aires de révision des véhicules sont prises d'assaut pour régler les anomalies mécaniques. Il faudra surtout veiller à ce que ces réparations soient bien faites. Enfin, l'invité du lundi, le professeur Maurice Oudjek-John, délivre sa grille de lecture des événements politiques en cours au Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir donc à toutes et à tous. Les accidents sur le pont de l'Émergence commencent à alarmer la population. Il y en a eu 2 sur cet ouvrage d'art ce week-end. Il n'y a pas eu de mort, mais des blessés ont été déplorés. L'on s'interroge à présent sur les normes de sécurité ainsi que la qualité de l'infrastructure. Des réactions fusent aussi sur les incivilités des automobilistes. Voyons le sujet préparé par Omar Khan et Cheikh Ougaï. Les 2 accidents qui se sont produits sur le pont de l'Émergence ce week-end viennent s'ajouter à d'autres chocs qui ont eu lieu ici par le passé. Il y a eu beaucoup d'accidents ici sur le pont de l'Émergence depuis sa construction. Moi qui vous parle, je suis témoin de 4 ou 5 accidents. Ma boutique se trouve juste à côté. Un jour, une voiture est sortie de la route pour atterrir juste devant ma boutique. Pas plus tard que samedi, 3 bus Tata ont causé ici un accident parce qu'ils faisaient la course. Il y a beaucoup d'accidents ici. Selon les riverains, une seule chose explique ces accidents, le manque de civisme des automobilistes. C'est à cause de l'indiscipline des chauffeurs. Certains ne respectent pas le code de la route. Ils font la course et tout ce qu'ils veulent sur la route. S'ils ne reprochent pas grand-chose aux constructeurs du pont, ces conducteurs et riverains montrent du doigt l'étroitesse des voies et pensent qu'il faudrait installer des panneaux de signalisation et des feux tricolores. Le problème est que la voie est étroite. Sur le pont, c'est 4 voies, mais à la descente, c'est une seule voie. Ils doivent installer des panneaux et des feux, parce que même les conducteurs ne savent pas où donner de la tête. Quand une voiture vient de ce côté et une autre de l'autre côté, les chauffeurs ne savent pas qui doit passer en premier. C'est ce qui cause les accidents. Beaucoup d'accidents ont été déplorés sur le pont de l'Émergence depuis son inauguration en juillet 2016. Les accidents sont souvent causés par les transports en commun. Leur responsabilité est engagée. Et la route risque d'être encombrée. À Petersen, l'on s'apprête pour le Magal de Touba au garage du Crédit Foncier. Les spécialistes de l'automobile procèdent au réglage et à l'entretien des véhicules. Il ne faut absolument pas tomber en panne sur la route du Grand Magal. Tout le monde doit avoir ses réflexes, encore que les réparations ne doivent pas être bricolées. Tidiane Sissé et Seleman Diallo. La sueur au front,
Le temps presse pour Baragnan. Dans 3 heures, il doit libérer ce véhicule car son propriétaire doit se rendre au Magal de Touba. Cette voiture a un problème. Elle chauffe beaucoup. C'est ce que je dois régler. Et si Dieu le veut bien, je vais libérer cette voiture d'ici 3 heures. Comme Baragnan, ils sont nombreux les mécaniciens qui s'activent autour des derniers entretiens des véhicules à destination de Touba. Tout doit être revu pour éviter des pannes sur la route, car mieux vaut prévenir que guérir. Quand on met toute la famille dans un véhicule, on doit s'assurer de leur sécurité. Ce qui est sûr, c'est de tout vérifier. Et après, on est quitte avec notre conscience. On peut voyager tranquillement. En cette période de safar, la priorité est aux automobilistes qui souhaitent aller au Magal de Touba. La priorité est réservée à ceux qui s'apprêtent à aller au Magal de Touba. Ils doivent avoir la visite technique avant le départ. Car Touba, c'est très loin de Dakar. Quand on tombe en panne, il est difficile de trouver un mécanicien. Ce que vous voyez là, c'est pour le volant. Je vais monter ça pour mon client qui s'apprête à aller au Magal. À 72 heures du Grand Magal de Touba, l'heure est au dernier réglage au garage défoncé de Petersen. Les chauffeurs sont appelés à revoir leur mécanique pour éviter toute surprise sur la route de Touba. Les mouvements ont donc commencé vers la ville sainte de Touba qui donc commence à accueillir les pèlerins pour ce Grand Magal. Dans ce cadre, l'unité de gestion de l'UCG entreprend des tournées de sensibilisation axée sur la salubrité et la propreté. Les agents se sont notamment rendus à Touba Mosquée Darou Marnane pour échanger avec les foyers et les responsables de l'assainissement de Touba à l'occasion de ce grand événement. Goran Daklo et Sidignan. L'unité de veille et de sensibilisation de l'UCG poursuit sa tournée de sensibilisation sur l'insalubrité dans la cité sainte de Touba. À Darou Marnane, bon nombre de ménages adhèrent à la démarche de l'UVS. Elles sont vraiment braves. Elles nettoient tous les matins les coins et recoins de notre quartier. Mais après le nettoiement, elles rencontrent d'énormes difficultés pour déposer les ordures. Il est temps de sensibiliser les uns et les autres. Rendre propre la cité sainte, une affaire de tous, c'est ainsi que les éléments de l'UVS ont rendu visite au président de la commission d'assainissement du Grand Magal. Je suis prêt à vous accompagner et c'est mon devoir. On remercie vivement votre délégation. Cela signifie que le Grand Magal de Touba est un événement exceptionnel. À Touba, l'unité de coordination de la gestion des déchets solides a mis en place un important dispositif qui va faciliter la sensibilisation de la population à l'éco-citoyenneté. Ila Touba n'a donc jamais eu autant de sens et de bien fondé. Le Magal vibre aussi au rythme des grandes expositions autour du mouridisme initiées par le Dara Hizbout Tarqiyyah en étroite collaboration avec le comité d'organisation du Magal. Le thème de cette 10e édition insiste notamment sur la réhabilitation de l'enseignement et l'acquisition des valeurs islamiques. Cher Sall et Sidignan au reportage. Partie intégrante de l'organisation du Grand Magal de Touba, les grandes expositions sur le mouridisme en sont à la 10e édition. La Dara Hizbout Tarqiyyah, avec le comité d'organisation du Grand Magal de Touba, a apporté une touche moderne aux expositions. Ce lieu est capital. Cette exposition permet aux fidèles et aux visiteurs de mieux connaître l'histoire du mouridisme. Je précise qu'on n'a pas laissé en rade les TIC, technologies de l'information et de la communication. Ici, tout est numérisé. La recherche se fait facilement avec des mots-clés.
La réhabilitation de l'enseignement et l'acquisition des valeurs islamiques dans l'éducation est le thème de cette année. Celui-ci répond à une préoccupation majeure du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Il y a des enseignements et ce qu'il faut retenir, tous les thèmes sur l'histoire du mouridisme et sur Cheikh Ahmadou Bamba nous intéressent. C'est une initiative des membres de Hizb ut-Tarqiyyah qui sont en collaboration avec Rawdou Rayaahin. Vous savez, Rawdou Rayaahin joue un rôle primordial concernant l'université. Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation. Chaque année, je fais tout pour visiter cette exposition, mais à ma grande surprise, j'ai constaté des innovations, comme quoi la modernisation est passée par là. En sous-thème, la géographie du mouridisme, l'universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, la ville sainte de Touba, la lecture, la mémorisation et la calligraphie du Saint-Coran sous l'égide de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, entre autres. Nos envoyés spéciaux suivront donc pour nous les minutes de ce 18 Safar. Les maladies métaboliques n'épargnent quasiment plus aucune famille au Sénégal. Les cancers connaissent notamment une montée en flèche au cours de ce mois d'octobre rose. La LISCA, qui lutte contre le cancer au Sénégal, délivre des formations à l'intention des sages-femmes pour mieux les outiller au dépistage. Une caravane de mobilisation s'est passée à Dagana. Nous retrouvons dans la partie septentrionale du Sénégal Momar Alisnian. Près de 600 femmes viennent d'être dépistées du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus à Dagana. Cette prouesse a été réalisée par la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA, qui, grâce à l'appui de DPO Dakar, a pu également former les sages-femmes de la zone. Aujourd'hui, quand même, les prestataires ont senti quand même que c'était un besoin. Et je pense qu'à l'issue de cette formation, le dépistage du cancer du col de l'utérus sera vraiment une réalité. Et c'était une réalité, mais sera plus renforcée au niveau du système sanitaire de Dagana. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer et son partenaire ont offert au district de Dagana un appareil de cryothérapie pour le dépistage et la prise en charge des malades. Parce que là, on parle de formation du personnel médical et aussi de santé en fournissant cet appareil de cryothérapie. Nous offrons également des dépistages gratuits. L'autorité administrative locale qui a présidé la cérémonie de réception de ce don s'est réjouie de la forte mobilisation des populations. Ce don vient à un moment opportun et les populations ont montré leur engouement pour ce dépistage. Il faut dire aussi que le niveau de prise de conscience des populations quant au dépistage précoce de certaines maladies est devenu beaucoup plus important. C'est ce que nous saluons. Avec ces séries de formations et le matériel acquis, l'on espère que le dépistage du cancer du col de l'utérus et le dépistage du cancer du sein deviendront une réalité dans le Waalo. Nous revenons à Dakar où un balcon d'un bâtiment s'est effondré à la rue 6 angle 3 du vieux quartier de la Médina cet après-midi. Le sinistre a fait un mort, c'est une femme, et 3 blessés graves. La victime est qui est donc décédée est une femme. Nous y revenons tout de suite avec le sujet de Baba Ndiaye. En politique, maintenant, le pouvoir voudrait affiner ses axes de communication pour être plus intelligible et mieux compris de la population et être en même temps plus percutant à longueur de radio et de télévision. Le président Macky Sall a présidé ce week-end
le séminaire de sa coalition politique pour fixer une stratégie nouvelle de communication. L'enjeu en est de mieux expliquer les actifs de son bilan. Cher Hassan Fall et Seleman Diallo au reportage. Face à ces questions donc adverses qui cherchent à nous détourner de l'essentiel, il nous faut parler de notre action au quotidien. Et il nous faut parler aux citoyens, aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Donc nous parler de notre bilan, du PUDC, je l'ai dit, de tout ce qu'on a fait. Bien sûr, il y a des choses à faire. C'est pourquoi nous devons être offensifs et non agressifs. L'agressivité n'est pas le propre du pouvoir. Notre riposte ne peut faire l'économie d'une bonne argumentation. Et le gouvernement dispose de toutes les ressources, vraiment de toutes les ressources documentaires pour parler aux Sénégalais. C'est maintenant officiel, ITV sera disponible sur le bouquet Canal+, à partir de ce mardi 15 octobre. 10 autres chaînes de télévision intègrent également le bouquet pour renforcer les contenus africains. Moustapha Gabar Diop et Mafal Fall. Lancée en février dernier, lors de l'élection présidentielle, la chaîne ITV sera désormais disponible sur le bouquet Canal+, sur la chaîne 217. La chaîne généraliste sénégalaise intègre ainsi le bouquet satellitaire au plus grand plaisir des téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. C'est une chaîne de qualité, à la fois parce que c'est une chaîne qui est demandée par nos abonnés, nos clients, et puis parce que c'est une chaîne qui progresse depuis quelques mois. Nous savons qu'elle est demandée pas seulement à Dakar, mais aussi dans tout le territoire du Sénégal, et ainsi, avec une diffusion satellitaire et une réception avec une petite parabole, on aura tous le plaisir de pouvoir rendre disponible cette chaîne à partir de demain, mardi 15 octobre. Sous le credo accessibilité et proximité, Canal+ proposera plus de 10 nouvelles chaînes d'ici à décembre. Elles devront combler les thématiques absentes du bouquet, comme l'éducation, la cuisine ou encore les sports automobiles. Offrir le meilleur de nos programmes au plus grand nombre, c'est-à-dire par rapport aux attentes de nos clients, mais aussi par rapport à leurs moyens, à leurs possibilités. C'est une promesse qu'on a faite depuis quelque temps à nos abonnés. On enrichit nos programmes et en même temps on rend accessibles ces programmes au plus grand nombre, puisque la plupart de nos clients pourront recevoir l'ensemble des chaînes sur lesquelles on va peut-être revenir dans le détail, qui sont lancées depuis quelques semaines et qui le seront d'ici le mois de décembre. Le retour de M6 a également été annoncé sur le bouquet Canal+, sur lequel plus de 150 chaînes et radios seront désormais disponibles avec la formule la moins chère. Il y aura certainement beaucoup de sports sur ITV. La preuve, la page des sports de ce lundi est préparée et commentée par El Hadj Malik Thiandoum. L'actualité sportive du week-end était dominée par la deuxième édition du tournoi de l'IFOA. Le Sénégal, champion de l'IFOA, un sacre acquis de haute lutte après un parcours sans faute. Les protégés de Serigne Saliou Dia détrônent le Ghana, détenteur du trophée à l'issue d'un match épique et plein de suspense. Après le but inaugural du match inscrit par Youssouf Badji à la 109e minute de jeu, les Ghanéens ont très vite refroidi les ardeurs des Sénégalais en égalisant à la 112e minute par Joseph Esso. Il a fallu faire recours à la série fatidique des tirs au but pour voir les Lions triompher par 3 pénaltys à 1. Un sacre qui met fin à une longue disette du Sénégal sur l'échiquier du sport continental. Autre fait marquant de l'actualité sportive, après le centre Toubab Dialaw Jules-François Bocandé, le Sénégal étrenne un nouveau joyau. Il s'agit du centre d'excellence CAF, un cadre moderne qui va servir de mobile pour booster le développement du football sénégalais.
En handball, championnat masculin élite, ASFA bat Duc 25-24 et de 4 pour les militaires qui ont gagné les 3 dernières éditions. Chez les dames, le championnat féminin d'élite a été remporté par les étudiants du Dakar Université Club, vainqueurs de l'UGB 27-20. Une belle soirée de handball. En basketball, Coupe du Sénégal dames, l'AS Ville de Dakar se qualifie en finale malgré sa défaite face au Dakar Université Club 61-64. À l'aller, l'AS Ville de Dakar avait remporté le gain du match par 4 points d'écart. Enfin, beach soccer, le Sénégal battu par l'Iran 3 tirs au but à 1, 8-8 à l'issue du temps réglementaire, devra sortir le grand jeu face à l'Ukraine pour espérer se qualifier en demi-finale. Avant d'accueillir l'invité du lundi, retenons que le plaisir de conduire est de moins en moins une réalité à Dakar. On est friand de voitures, mais on oublie souvent que ça mange beaucoup d'espace, de sorte que se garer dans la capitale aux heures de pointe n'est même plus envisageable. Les places de parking sont rarissimes, les espaces payants se développent dans le cadre d'un business devenu très lucratif. C'est un reportage de Mamadou Bipa Sissoko et Gorgui Diaoutiam. À l'ombre des immeubles du centre-ville, un espace autrefois inoccupé est aujourd'hui transformé en parking payant. Une activité rentable selon les gérants et qui permet d'éviter les stationnements illégaux. De 7h à 13h, c'est 500. Quand vous dépassez 13h, c'est 1000 francs. Donc ça, c'est pour permettre aux gens d'avoir un long temps de garage. Parce que ça, c'est pour leur permettre d'être à l'aise, quoi. Ah oui, ça rapporte. Mais je ne vais pas entrer dans des chiffres, quoi. Ce business en engendre un autre, celui des laveurs de véhicules. De toute façon, nous gérons le parking. Je lave des voitures ici et en même temps je gère le parking. Je remercie le bon Dieu car ce métier marche bien. Tu peux te retrouver avec 7 000 voire 10 000 francs ou même plus dans la journée. Mais il y a un gérant spécial pour le parking. Un métier qui n'est pas sans risque, mais le propriétaire de ce parking prend toutes les précautions pour éviter des problèmes. Pour la sécurité, ce n'est pas tellement difficile. Il faut prendre le nombre qu'il faut, quoi. Il ne faut pas faire de surcharge, quoi. Et tous les deux qui sont là, les deux laveurs, ils ont le permis de conduire. Donc, et puis c'est des gens que je connais. Ce lieu est loin d'être un cas isolé. Beaucoup de terrains vagues sont transformés en parking payant dans une ville où trouver une place pour sa voiture est un parcours du combattant. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous rester toujours fidèles. Nous avons comme invité ce lundi le professeur Maurice Soudjek-John, docteur en sciences politiques et enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, monsieur le professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment, Hassan, de me donner l'occasion de pouvoir m'adresser à vos téléspectateurs. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est entré dans une nouvelle phase politique avec tous ces événements qui sont en train de s'enchaîner? Naturellement, il y a un processus d'ouverture, de dégel, de décrispation dont le premier jalon a été posé lors de l'inauguration de la mosquée Messalikoul Djinan le 27 septembre. Et après, le dimanche, c'est-à-dire un jour férié, le président Macky Sall a posé un acte fort qui est celui de gracier le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, qui avait eu maille à partir avec la justice dans l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et aujourd'hui, le président de la République poursuit, on dirait, dans cette même optique. C'est dans cette perspective qu'il faut inscrire l'invitation qui a été faite au président Abdoulaye Wade au Palais de la République, avec toute la mise en scène, toute la théâtralisation qu'il y a eu autour de cette visite et qui marque une nouvelle phase
un jalon de plus qui a été posé dans le rapprochement entre ces deux personnalités qui, depuis 7 ans, n'ont pas eu de contact, en tout cas officiel et peut-être bien officieux. C'est ça, le samedi dernier, il y a eu l'acte de ce qu'on peut appeler le rabibochage entre les deux hommes d'État. On a parlé dans le communiqué final de statut du chef de l'opposition, de gestion optimale de nos ressources, ainsi que de défis sécuritaires. Est-ce que, à votre avis, on nous a tout dit? Je crois que peut-être qu'on n'a pas tout dit, mais déjà dans le communiqué, quelque laconique qu'il soit, on peut déjà voir qu'on a parlé de paix, qu'on a parlé de sérénité, qu'on a parlé de stabilité du pays. Et donc on ne peut pas parler de paix, de sérénité, de stabilité sans poser en filigrane les problèmes dirimants qui ont été ceux-là, qui ont concerné les contradictions politiques autour des cas de Khalifa Aboubacar Sall et de Karim Meïssa Wade, qui certes ont bénéficié d'une grâce présidentielle, mais ont besoin qu'un jalon juridique supplémentaire soit franchi pour qu'ils puissent retrouver la totalité de leurs droits civiques afin qu'ils puissent continuer à évoluer dans le champ politique. C'est ça. Est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective, ce nouveau climat? Il y aura un apaisement politique, il y aura peut-être un gouvernement d'union nationale et même une recomposition politique. Quelles sont les perspectives que cela ouvre? C'est déjà une réouverture du jeu politique, puisque ceux-là qui avaient été plus ou moins exclus par des manœuvres, des manipulations judiciaires et autres reviennent dans le jeu. Donc naturellement, il va y avoir une réallocation des forces politiques, une réallocation des différentes sortes de positionnement qu'il y a eu jusque-là dans le champ politique. Et sous cet angle, donc, je crois qu'on va vers une redistribution, vers une nouvelle donne, vers une perspective qui va dans le sens d'asseoir de nouvelles dynamiques de coopération, de nouvelles dynamiques de retrouvailles entre des forces politiques selon les intérêts du moment. Quoi qu'il en soit, je crois qu'aujourd'hui, cette ouverture que le président Macky Sall a initiée montre qu'il est dans de bonnes dispositions, en tout cas pour créer les conditions pour que le dialogue national puisse être un cadre fructueux pour sortir le pays de cette impasse relativement au processus électoral et eu égard à ces deux cas extrêmement compliqués, alambiqués, avec des rebondissements rocambolesques que furent donc les situations de Karim Wade et de Khalifa Aboubacar Sall. Donc ces bonnes dispositions, est-ce que vous pensez que c'est cela qui l'a amené à dire hier dans une réunion avec ses amis politiques qu'il sera désormais moins agressif, voire moins brutal? Est-ce que vous pensez à une forme de sincérité de sa part? Je crois que le président Sall, dans son style, c'est un style de confrontation. Mais aujourd'hui, la confrontation a montré ses limites et on a l'impression qu'il ouvre peut-être une nouvelle page qui serait faite de plus de recul, de retenue et peut-être d'élévation à la hauteur de la stature présidentielle, surtout que c'est son dernier mandat en principe, c'est-à-dire si l'on s'en tient en tout cas à certaines positions, eh bien, quelqu'un qui est dans cette posture devrait pouvoir s'élever au-dessus de la mêlée, avoir une posture de transcendance pour réunir le pays autour de l'essentiel et pour cela surmonter les contradictions politiques. C'est ça, Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, a demandé à ses partisans de ne pas commenter cette actualité. Comment vous l'analysez? J'ai comme l'impression que le président Sall est en train de retrouver cette classe politique classique, traditionnelle, qui évolue dans le champ politique depuis des décennies. Vous avez le rapprochement avec Maître Abdoulaye Wade, vous avez le rapprochement objectif, on va dire, avec les partisans de Khalifa Aboubacar Sall, qui a été élargi de prison par grâce présidentielle, même s'il ne l'a pas demandé. Donc c'est une façon, quelque part, de réorganiser, en tout cas de créer un climat d'apaisement entre les forces politiques traditionnelles et peut-être pour mieux mener le combat contre l'élément dit
anti-système Ousmane Sonko. Dans cette nouvelle donne, est-ce que le président Idrissa Seck de Rewmi peut revenir, rebondir? Le président Idrissa Seck de Rewmi, je crois qu'il est en train de s'exclure lui-même du jeu, puisque depuis longtemps, il est enfermé dans un silence assourdissant, pour reprendre cette belle expression du président Abdou Diouf en 1988. Eh bien, je crois qu'il est aujourd'hui nécessaire qu'il puisse sortir et se positionner, parce que un opposant, c'est, comme son nom l'indique, quelqu'un qui s'oppose. Et on ne peut pas s'opposer si on n'est pas entendu sur les problèmes dirimants que traverse le pays, sur le scandale du pétrole et du gaz qui a été agité, on ne l'a pas entendu, sur le processus électoral, on ne l'a pas entendu, sur les lendemains de la présidentielle également, on n'a pas senti de suite de sa part. Donc c'est quelque part une façon de s'exclure lui-même du jeu qui ne me semble pas être une stratégie politique judicieuse. Est-ce que le Parti socialiste peut se réunifier avec l'élargissement de Khalifa Sall? Je ne le pense pas, parce que d'abord il y a eu plusieurs lignes rouges qui ont été franchies dans cette confrontation entre les partisans de Khalifa Ababacar Sall et la direction du parti socialiste dirigé par Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Et aujourd'hui, l'emprisonnement de Khalifa Sall, les événements, le saccage du siège du parti socialiste, tout cela a créé, et l'emprisonnement des présumés coupables de ces actes de vandalisme, tout cela a créé, je crois, a cassé des ressorts profonds dans cette formation politique, et je ne pense pas que Khalifa Ababacar Sall puisse réintégrer le Parti socialiste par rapport à cela, mais également par rapport au fait qu'il a eu à développer d'autres stratégies de rassemblement qui dépassent le cadre des socialistes, parce que la coalition Taxawu Sénégal est une coalition ouverte, une coalition plurielle, une coalition qui est positionnée pour capter le plus grand nombre de suffrages et donc de Sénégalais possibles et de tous les horizons, et donc de dépasser le cadre strict du Parti socialiste où il compte encore des partisans. Voilà, c'est ça, le temps avance très vite. Maître Abdoulaye Wade, qui est revenu en force dans le jeu à presque 95 ans, est-ce que philosophiquement il n'est pas temps qu'il prenne sa retraite? Oui, c'est vrai qu'à 95 ans, il a tout donné au pays, il a mené tous les combats, 26 ans d'opposition, 12 ans d'exercice du pouvoir, et aujourd'hui encore, il est dans l'opposition. Je crois que la seule chose qui retient encore Maître Wade dans l'arène, je crois que c'est la résolution de cette problématique difficile, épineuse, relative à l'emprisonnement de son fils et à sa réhabilitation au sens général du terme, c'est-à-dire que l'on puisse lui permettre de pouvoir continuer à évoluer dans le champ politique. Je crois que c'est essentiellement cela qui maintient Maître Wade dans l'arène politique, et que si cette question-là est réglée, je pense que Maître Wade peut bénéficier d'une retraite paisible, parce qu'il a tout donné à son pays. Voilà, un peu de géopolitique pour terminer. Le Mali, le Burkina Faso et même le Niger, c'est des pays très affaiblis par les coups de boutoir des djihadistes. Est-ce qu'un jour, ils pourront se relever? C'est très difficile, parce que vous savez, le terrorisme se nourrit de la fragilité, de la vulnérabilité de ces États. D'abord l'immensité du territoire, ensuite la faiblesse des ressources, la pauvreté, l'analphabétisme et la déliquescence des États et l'incapacité de l'État à contrôler son territoire et donc à sécuriser ses frontières. Et tout cela fait que c'est des États fragiles qu'il va falloir appuyer sur le plan régional, sur le plan international, pour leur permettre d'avoir davantage les capacités qui leur permettent de faire face à ce fléau qu'est le terrorisme, difficile à combattre, y compris même pour les États forts, entre guillemets, c'est-à-dire les États bien assis qui arrivent, les États puissants, parce que, encore une fois, c'est une guerre asymétrique, c'est la guerre du faible contre le fort, et donc c'est une guerre extrêmement difficile à mener, y compris pour les États les plus disposés pour cela, parce qu'encore une fois, c'est une guerre asymétrique et que les armées souvent sont formées pour mener des guerres interétatiques et non pas contre cette nébuleuse
ou qui évoluent dans ce flou artistique que sont les réseaux terroristes. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir répondu si chaleureusement à notre invitation. Merci beaucoup, Hassan, ce fut un plaisir. À bientôt. C'est la fin également de cette édition. Je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Tout à l'heure, Kenou Askanui avec Khalifa Diakhaté, qui sera suivi par une émission en direct de la ville sainte de Touba avec tous nos envoyés spéciaux. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Bonne soirée.